bonjour, bienvenue. Nous nous retrouvons pour 10 minutes de décryptage avec Nuno Teixeira. Nuno, bonjour. Bonjour Caroline. Donc, vous êtes directeur de la gestion Cross Asset chez Natixis IM Solutions. Tout à fait. Donc plus que jamais, l'inflation est aujourd'hui au cœur des préoccupations des gérants. Nous l'avons déjà abordée à plusieurs reprises dans nos émissions, mais nous allons aujourd'hui la décortiquer un petit peu plus. Donc on l'a vu, Nuno, l'énergie est l'un des moteurs de l'inflation, mais quel autre moteur regardez-vous également aujourd'hui ? Alors les investisseurs et les banques centrales regardent traditionnellement deux types d'inflation. L'inflation sous-jacente, l'inflation cœur, c'est, je dirais, l'essentiel des biens et services. Et puis il y a les éléments plus volatiles, notamment les prix alimentaires et de l'énergie. Les prix de l'énergie en zone euro, c'est à peu près 11% de l'indice des prix à la consommation, qu'on mesure en général sur un an glissant. Et là, on est en train de s'approcher en zone euro, on va voir les chiffres très bientôt, de 7% d'inflation. 4,5%, on vient d'avoir les données en France. Donc il y a une accélération claire sur ce mois de mars qui est liée clairement aux tensions en Ukraine, puisque les prix de l'énergie ont augmenté. Mais comme vous le rappeliez, il n'y a pas que l'énergie. On avait déjà des tensions, des goulots d'étranglement liés à la crise du Covid et au coup d'accordéon sur la demande qui n'avaient pas été vraiment complètement résolus. Et on a encore en Chine des régions entières qui sont confinées, des régions qui sont importantes économiquement, qui fournissent énormément de produits pour l'ensemble des industriels dans le monde. Et bien, si ces régions sont à l'arrêt, ça veut dire des produits qui sont plus difficiles à trouver, plus chers. Les coûts de fret aussi ont beaucoup augmenté et n'ont pas beaucoup rebaissé depuis quelques mois. Donc voilà, tout ça contribue à l'inflation. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, en zone euro, c'est 2/3 d'éléments volatiles, donc énergie et prix alimentaires. Et sur les prix alimentaires, donc il y a également, c'est ce que vous venez donc de dire, vraiment cette problématique d'approvisionnement. C'est vraiment quelque chose que l'on regarde. On sait aussi que les entreprises vont bientôt publier leurs résultats. Donc le premier trimestre s'est écoulé. Qu'est-ce qu'on attend de ces publications ? Alors on attend évidemment des révisions en baisse qui sont en cours d'ailleurs de la part des analystes par rapport à ce qui était attendu. Alors on s'attendait quand même à un bon cru au niveau des résultats, pas aussi spectaculaire que les 50% de hausse de l'année dernière, mais quand même une évolution positive autour de 8-10% cette année. On n'aura peut-être pas ça, tout simplement parce qu'on va avoir des compressions de marge. Tous les industriels ne sont pas en capacité de répercuter la hausse des prix entrants sur les prix de vente aux consommateurs. Et donc, certains vont devoir rogner un peu sur leur marge, ceux qui ont moins de capacité de fixation. On appelle le pricing power, c'est ça ? Exactement, tout à fait. Donc ça, c'est vraiment aussi le deuxième élément. Donc il y a l'énergie, il y a donc la capacité liée aux entreprises. La potasse, par exemple, c'est un des éléments qui fournit des produits pour les engrais. L'Ukraine est un des grands producteurs de potasse. Il y a tout un tas de métaux qui viennent de Russie. Le gaz, on sait ce qu'il en est. Il a explosé et on est très dépendant du gaz russe sans vraiment pouvoir tout de suite d'ailleurs le diversifier très facilement. C'est surtout vrai d'ailleurs pour l'Allemagne plus que pour la France. Donc selon les pays, les impacts vont être variables. Il y a aussi des pays comme en France qui ont mis des limites sur les prix du gaz par exemple. Donc là ça joue moins sur l'indice des prix. D'autres qui n'ont pas la même flexibilité pour le faire. Donc tout ça est variable et ça va de 4,5% d'inflation en France à près de 10% en Espagne sur l'année écoulée. Il y a aussi un autre élément dont on parle, c'est aussi la pénurie de main-d'œuvre. Est-ce que ça va concerner l'Europe ? Est-ce qu'il va y avoir justement cette augmentation également sur les salaires ? Est-ce qu'on est aussi dans cette situation en Europe ? Pour l'instant, on ne le constate pas de manière généralisée dans la zone euro. Il est clair qu'il y a des pays où les tensions sur le marché de l'emploi sont plus fortes, mais on n'est pas dans la situation américaine où véritablement les salaires commencent à augmenter de manière plus sensible. Pour l'instant, les salaires en zone euro augmentent de manière très raisonnable et c'est pour ça que d'ailleurs la Banque centrale européenne est hésitante à normaliser sa politique monétaire parce que finalement, elle ne peut pas faire grand-chose
contre la hausse des prix de l'énergie qui sont des prix subis au niveau international. Donc si elle monte ses taux d'intérêt, ça ne va pas changer grand-chose. Ce n'est pas la demande vraiment interne qui pèse beaucoup sur les prix, un petit peu, mais pour un tiers, c'est aux 2 tiers des éléments qui sont très volatiles. C'est la raison pour laquelle on a aujourd'hui deux politiques différentes sur la Banque centrale américaine et la Banque centrale européenne. Où on a l'inverse, aux États-Unis, on a 2 tiers de l'inflation qui viennent des éléments internes et seulement 1 tiers des éléments externes. Il faut d'ailleurs rappeler qu'aux États-Unis, par exemple, le prix du gaz n'a pratiquement pas augmenté. Le marché du gaz est très hétérogène, très étanche entre les États-Unis et l'Europe. Très bien, merci pour cette première partie. Nous allons voir de suite quelles sont les conséquences de cette situation dans les portefeuilles. Je reviens maintenant sur la volatilité des marchés. Donc on a vu qu'elle se normalisait sur le marché des actions. Par contre, elle reste très forte sur le marché des taux. Qu'est-ce qu'on peut en conclure ? Tout d'abord, la volatilité effectivement des actions vient plutôt des taux. Donc c'est effectivement les tensions inflationnistes qui elles-mêmes génèrent des attentes de normalisation des politiques monétaires, donc un durcissement qui va être fait au niveau de la Réserve fédérale, puisque, on l'a vu, l'inflation vient plutôt de l'interne, de la demande interne, donc il faut la calmer. Et donc des hausses de taux directeurs à attendre. On attend 2 fois 50 points de base dans les 2 prochaines réunions de la Fed. Alors quand vous dites on attend 2 fois 50 points de base, concrètement, qu'est-ce que cela veut dire ? Eh bien, les taux auxquels les banques vont pouvoir se refinancer auprès de la Réserve fédérale vont sans doute passer de 0 à 1% au cours des 2 prochaines réunions. Et on attend ensuite 4 hausses de 25 points de base, donc on irait à 2%, donc on passe de 0 à 2%, c'est quand même significatif, c'est un durcissement. En revanche, pour la BCE, on s'attend au mieux à 2 relèvements, et c'est même pas sûr parce que, encore une fois, c'est pas forcément très utile d'essayer de freiner la demande qui risque déjà de subir l'effet de ponction sur le pouvoir d'achat des ménages de la hausse des prix de l'énergie. On estime à peu près à 220 milliards d'euros cette année la ponction sur le pouvoir d'achat des ménages, sur les revenus des ménages, de l'impact de la hausse des prix de l'énergie, ce qui est quand même considérable. C'est un peu moins de 2% des revenus disponibles des ménages. Aujourd'hui, donc, ce qui est quand même très important. Tout à fait. Et si on revient sur justement les conséquences que vous avez expliquées sur les taux d'intérêt, on a toujours, et on l'a également abordé, tendance à croire que le marché obligataire est, dans un contexte inflationniste, est plus sécurisé. Alors, et dit autrement, est-ce que ce contexte inflationniste profite plus aux actions qu'aux obligations ? Alors, tant qu'on n'a pas une flambée de l'inflation du type de celle qu'on a eue dans les années 70, on parlait à l'époque de stagflation, puisque l'inflation était tellement forte et liée à des causes externes qu'on ne pouvait pas gérer, que finalement, ça a entraîné une récession dans la plupart des pays. Est-ce qu'on est dans ce contexte de stagflation aujourd'hui ? On ne peut pas complètement éluder ce risque. Ce risque augmente d'un contexte de stagflation, mais pour l'instant, on va avoir une ponction sur la croissance. La croissance attendue va être moins forte. Les résultats des entreprises, on en a parlé, vont être un petit peu comprimés par le coût des matières entrantes. Mais pour l'instant, on n'est pas encore dans ce scénario-là. Et ça laisse quand même la place à des marchés d'actions qui pourraient progresser, sans doute moins rapidement parce que les taux d'intérêt à la hausse, ce n'est pas très bon. Mais s'ils montent de manière relativement raisonnable et pas avec des envolées trop fortes, trop vite, eh bien, on pourrait quand même avoir une performance raisonnable des marchés d'actions. Mais il faut surveiller parce qu'on a quand même des valorisations qui sont élevées. Et c'est vrai que eh bien, la prime de risque, quand on compare finalement les dividendes, le rendement des dividendes au rendement du sans risque, eh bien, si le sans risque voit ses taux augmenter, le delta, la différence s'écrase un petit peu. Donc à vous entendre, à surveiller. Voilà, on Mais surveille. pour l'instant, on reste encore à la neutralité sur le porteuil entre les actions. On reste à la neutralité sur les actions. C'est ce qu'on a décidé de faire parce qu'il nous semble que pour l'instant, on a encore un contexte d'incertitude qui est important. On prend l'exemple du gaz.
On peut imaginer, par exemple, que la Russie se livre à des coupures de gaz, alors peut-être pas permanentes, mais ponctuelles. Voilà, ponctuelles pour créer je dirais du stress sur les marchés auprès des pays auxquels elle est confrontée d'une certaine manière. Donc ça peut arriver. Ça peut créer du stress à tout moment sur les marchés. Et donc, on préfère rester dans une position neutre. Mais il faut savoir qu'effectivement, les obligations aujourd'hui ne protègent plus les portefeuilles. Aujourd'hui, par exemple, un indice obligataire classique zone euro est en baisse d'à peu près 6% depuis le début de l'année. C'est le double de la baisse de l'année dernière, qui était déjà donc une performance négative, ce qui montre qu'une obligation, ce n'est pas la protection ultime. Alors si on va dans un contexte de très forte inflation comme celui des années 70, où là on avait plus de 10% d'inflation en moyenne sur toute une décennie, il n'y a quasiment aucune classe d'actifs dans ce cas-là qui, en réel, c'est-à-dire une fois déduite l'inflation, dégage des performances positives sur l'ensemble de la décennie. Mais quand même, une chose, dans les années 70, on avait eu on va dire un premier choc, avec le premier choc pétrolier, où finalement, pendant 5 ans, à peu près, les actions n'ont rien fait. Mais dans la deuxième moitié des années 70, les actions ont délivré pas loin de 15% par an. Donc voilà, passer le premier choc et le premier effet de surprise, finalement, ensuite les entreprises s'adaptent d'une certaine manière. Mais ça a pris 10 ans. Ça a pris quelques années, voilà, tout à fait. Mais on n'est pas encore dans ce scénario-là, fort heureusement. Merci beaucoup, Nono. Merci, Caroline. Merci à tous et nous nous retrouvons la semaine prochaine pour une nouvelle édition de Décrypte Hebdo.